Merci beaucoup. Alors avant de commencer notre session commune avec la société piémontaise italienne de chirurgie, et dont je remercie le président et différents membres d'avoir bien voulu accepter de venir pour cette session commune, nous allons, suivant la tradition où le bureau peut inscrire une communication en début de séance, donner la parole à Jacques Beaulieu qui va vous présenter le professeur Duong, qui est l'orateur que nous allons entendre maintenant. Et je donnerai ensuite la parole à son Excellence Uche Kiman, qui est ambassadeur à la fois de France à Paris et d'Italie à Rome, du Royaume du Cambodge, et qui nous dira quelques mots après la communication du professeur Duong. Jacques Beaulieu. Je vous remercie de me donner la parole. Quelques mots pour vous dire que le professeur Dongshai, jeune professeur puisqu'il l'est que depuis 1 an, a bien voulu venir à Paris pour faire une présentation sur une technique très particulière, remise au goût du jour dans une indication très particulière, particulièrement efficace au Cambodge, et qui est un élève de la première promotion. Première promotion, nous en sommes à la 14e promotion maintenant, et il a été major de la première promotion. Il est maintenant chef de service à l'hôpital Calmette à Phnom Penh. Merci beaucoup. Merci de cette introduction et je donne la parole au professeur Duong, que nous sommes très heureux d'accueillir. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, et surtout Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Uche Kiman, qui donc, je suis très honoré de la présence aujourd'hui, chez qui il accepte d'être venu. Aujourd'hui, je suis honoré de vous présenter, de me donner l'opportunité de vous présenter une communication sur le traitement chirurgical d'une fistule œsotrachéale post-traumatique avec plastique digestive. Comme vous savez, l'étiologie de la fistule est multiple et variée. Depuis longtemps, l'intubation difficile et trachéotomie, la fistule œsotrachéale devient rare à cause de l'utilisation de ballonnets de basse pression. Par conséquent, il existe aussi d'autres causes comme corps étranger, évolution d'un cancer qui est responsable environ 14%. Je vous incite aussi sur le traumatisme cervico-thoracique ouvert par plaie par balle, âme blanche, fracture osseuse vulnérante, qui est surtout tardif et masqué parce que les premiers signes sont masqués et on ne connaît pas. Et le scanner thoracique qui peut donner le diagnostic et attirer l'attention du praticien. La cause de la fistule œsotrachéale pour consécutive d'un traumatisme thoracique fermé, c'est encore rare, mais la théorie d'écrasement contre le milieu vertébral chez en des zones thorax souple avec épiglotte fermée peut être responsable d'une fistule œsotrachéale. L'âge moyen de cette fistule est 29 ans avec une prédominance masculine. Les grands symptômes sont dysphasie, fausse route alimentaire, toux à la déglutition et amaigrissement. Les signes évocateurs en cas de traumatisme thoracique sont emphysème sous-cutané, cervico-thoracique, hémo et pneumomédiastin. Mais je vous insiste aussi, initialement, on ne pense pas de la fistule œsotrachéale et c'est en cas de traumatisme, une existence de pneumomédiastin qui peut tirer l'attention du praticien à penser à une fistule œsotrachéale. Les examens paracliniques qui peuvent aider à faire le diagnostic, c'est la fibroscopie digestive haute, le transit œsophagien avec opacification hydrosoluble et puis le scanner thoracique. En cas d'absence de traitement, l'évolution peut évoluer vers la mort pour une complication pulmonaire et médicinale avec versus de taux de succès, taux de mortalité environ 9%. Le traitement de toutes sortes de fistules œsotrachéales est avant tout médical, supprimer les facteurs
de risque aggravant, corriger les conditions locales générales, plus ou moins trachéotomie et gastrostomie ou zénostomie de nutrition. Le traitement idéal, c'est avant tout chirurgical et ça dépend de la taille de la fistule. Pour une petite taille, on peut réaliser une suture directe, mais pour une taille moyenne ou taille géante, il faut une résection anastomose avec lambeau, soit péricardique, soit pleural, soit musculaire. Et je vous insiste aussi, parce que c'est un sujet de ma présentation, une exclusion unie ou bipolaire œsophagène avec plastique digestive. On a rapporté aussi dans la série internationale l'utilisation de prothèses trachéales œsophagènes qui est de traitement d'efficacité transitoire. Je vous parle de cas de notre observation. En homme 23 ans, entré à l'hôpital Calmette le 3 octobre 2009 pour un accident, traumatisme crânien thoracique, pas de fracture des grilles costales ni de plaie thoracique, comateux, intubé, 2 jours en réanimation et puis 7 jours en service de chirurgie. Il est sorti de l'hôpital à J9. Le scanner thoracique et cérébral à l'entrée n'était sans particularité. Histoire, et puis le patient a été réhospitalisé le 11 novembre 2009 pour apparition de tout gênant à l'alimentation, régurgitation, amaigrissement 5 kg pour un mois. Le zoogasto de l'urinoscopie montre à 20 cm de la carte dentaire existe un large orifice de communication entre l'œsophage thoracique et la trachée à dimension 3 cm de hauteur et 1,8 cm de largeur. Le diagnostic positif était fistule œsotrachéale acquise post-traumatique, car on a fait une biopsie, ne montre pas de cancer à ce niveau. Vous voyez, le bronchogramme hydrosolide montre un aspect spectaculaire de fistule. Puis l'œsophagoscopie montre une fistule au niveau sous-carinien, c'est le siège de prédilection de la fistule œsotrachéale. Nous avons réalisé une gastrostomie de nutrition, traitement antibiotique et kinésithérapie. Puis on a discuté et présenté ce dossier avec le professeur Beaulieu. On a adopté une procédure d'exclusion œsophagène avec plastie digestive par transplant gastrique rétrosternal anastomose au cou. Vous voyez le dessin, ça c'est l'anastomose au cou et l'ancienne gastrostomie qu'on a enlevé, on a réalisé une pyéloplastie et une zénostomie de nutrition. L'intervention a été réalisée le 19 février en conservant l'artère gastro-épiploïque et l'artère pyrolique. Le suite post-opératoire était simple. Vous voyez, le transplant a été monté au cou avant d'anastomoser. Vous voyez l'anastomose au cou avant de fermeture et ça c'est le temps final. Les suites post-opératoires étaient simples, à part de pneumothorax droit et une paralysie de corps vocal gauche transitoire. Le patient s'est nourri par la zénostomie dès le 2e jour et puis s'alimente oralement progressivement par la bouche à partir de J4. Il est sorti dans 10 jours à peu près de l'intervention. Suivi à 39 mois, bon état général, bonne participation aux activités professionnelles, familiales et sociales, absent de tout. Œsophagoscopie montre état normal, bronchoscopie montre taille de la fistule œsotrachéale inchangée, absent de dysplasie à ce niveau. Vous voyez, ce sont des images radiopulmonaires et la gastroscopie. Évolution et pronostic pour cette pseudo-diverticule de la trachée, il peut être dysplasique, mais heureusement, cet œsophage à ce niveau, c'est un œsophage non glandulaire. Si c'est en cas de dysplasie, on peut réaliser une résection anastomose de la trachée.
Dans la littérature internationale, on a une série de Karunaratne en norme, génome traumatisé thoracique, entré à l'hôpital et puis sorti le lendemain de l'hôpital. Réhospitalisé pour une fièvre, perte de poids, toux et amaigrissement. À la fibroscopie digestive haute montre une fistule œsotrachéale suicarinaire. C'est le siège de prédilection. Au point de vue des gestes thérapeutiques, pour la bi-exclusion, on a la série de Honkishu bi-exclusion œsophagène pour une fistule œsotrachéale secondaire à une embolisation pour un cancer pulmonaire. Et puis la série de professeur Maya et Launois qui a inventé de la exclusion œsophagène depuis 1967. On a rapporté aussi pour l'encollage biologique et le stent qui est d'efficacité transitoire et le plus souvent récidive dans le temps passé, dans le temps après qui suit. On peut réaliser une chirurgie possible chez nous qui peut réaliser une gastrolyse, pyroplastie, gynécostomie, mais c'est peu pratiqué au Cambodge. Bi-exclusion œsophagène, c'est une technique qui est parfaitement adaptée à la situation du Cambodge, état clinique du patient, qui est de qualité médicale limitée. En même temps, je vous profite de présenter deux observations de patients qui ont une fistule œsotrachéale après radiochimiothérapie pour un cancer de l'œsophage qui ont été opérés au service du professeur Beaulieu à Lyon. Première observation, un homme de 64 ans, cancer de l'œsophage thymoïde, classé T3N1, radiochimiothérapie exclusive. Apparition de fistule œsotrachéale au niveau de la bronchus gauche, tentative de prothèse échec, on a réalisé une gastrostomie. Puis, on a réalisé une intervention pour une gastrolyse, fermeture de la gastrostomie, pyloroplastie, résection partielle transhiatale, anastomose œsogastrique cervicale avec gynécostomie de nutrition. Les suites sont simples et puis le scanner récent montre aucune particularité. Deuxième observation, femme 50 ans, cancer épidermoïde thymoïde de l'œsophage, classé T3N+M0, endoprothèse pour dysphasie, puis elle a reçu radiochimiothérapie et à l'époque, elle était contre-indiquée à la chirurgie à cause d'altérations état général importantes. Après la chimio-radiothérapie, elle présentait deux fistules œsotrachéales. On a posé une endoprothèse couverte, mais ce n'est pas succès. On a placé une sonde intubation basse au-dessous des orifices fistuleux, mais il persiste encore une ventilation digestive et la patiente inhalée. On a réalisé une œsophagostomie cervicale, gastrostomie de décharge, gynécostomie d'alimentation, mais pas de rétablissement digestif immédiat. 9 mois plus tard, bon état général et nutritionnel, panendoscopie, montre cicatrisation, trachéobronchite complète, bouche œsophagienne saine, tomodensitométrie, pas de lésion suspecte, donc on peut considérer comme guéri. PET scan négatif, coloscopie normale, on a réalisé en transplant colique en basant sur l'artère colique supérieure gauche, selon technique de Balzey. Résection de l'articulation mandibulo-claviculaire gauche, anastomo-œsocolique cervicale terminolatérale gauche. Voilà les images de suite pour opératoire. Au début, il y a existé une fistule salivaire un petit peu. Évolution favorable à 2 ans. Les différents scanners montrent le transplant a bien fonctionné et la bronche souche gauche non pas abîmée. Conclusion, le traitement conservateur par endoprothèse est souvent insuffisant. Intérêt de bi-exclusion
Soạn nòng tông soạn đưa tông avec gastroplastie ou coloplastie. C'est une méthode indirecte mais adaptée aux patients en mauvais état clinique et aux conditions socio-économiques et médicales limitées comme le Cambodge. À rappeler que l'exclusion bipolaire de l'œsophage a été rapportée par M. Mayer et Launois depuis longtemps, 1967, mais j'aimerais soulever cette technique pour appliquer aux patients en état mauvais clinique et conditions socio-économiques limitées comme notre présence, comme notre pays, qui peut donner le résultat parfait. Je vous remercie. Je donne la parole à son Excellence Ushkiman. Ici maintenant. Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, honorables membres de l'Académie, Mesdames et Messieurs, merci bien de m'avoir invité à votre séance solennelle et de m'avoir donné la parole. Je saisis cette occasion pour exprimer ma joie de pouvoir participer à la présentation du professeur Dong Chai, un chirurgien cambodgien qui fait honneur à son pays. En ma qualité d'ambassadeur du Cambodge en France, je tiens à lui présenter mes félicitations les plus chaleureuses pour le succès personnel dans sa carrière. Je me félicite aussi pour le fait qu'il ait le témoignage éclatant d'une coopération franco-cambodgienne dans le domaine de la santé. Avec l'aide des éminents membres de l'Académie nationale de chirurgie, il illustre bien la renaissance de l'enseignement de la chirurgie au Cambodge depuis les années 90. Vu les réussites de cette coopération franco-cambodgienne, je tiens à rendre un vibrant hommage aux pionniers de cette renaissance, dont les plus connus sont le professeur Claude Dumergier et Jacques Beaulieu, et bien d'autres. Ce sont eux qui étaient les premiers à aller relever les défis au Cambodge après-guerre. Les résultats obtenus aujourd'hui sont les plus éclatants et commandent notre respect. Oui, c'était un énorme défi à relever parce que le Cambodge venait de sortir de l'enfer des Khmers rouges. C'était l'année 0 et tout était à reconstruire. On ne pouvait pas établir un ordre de priorité, car tout était prioritaire. La santé, l'éducation, la nourriture, l'eau, l'électricité, même des choses les plus basiques de la vie quotidienne, comme le savon, les brosses à dents, les dentifrices, etc. J'en passe. Le domaine de la santé publique, après 5 ans de guerre et presque 4 ans de régime de Pol Pot, était en ruine et peinait à se redresser tout seul dans un état de délabrement profond en termes d'infrastructures, mais aussi d'un manque dramatique en ressources humaines. Mais quelques ONG ont bravé l'embargo pour apporter quelques médicaments les plus urgents et quelques appareils sanitaires. Petit à petit, la vie reprend. Et ce n'est qu'à partir de 1993, date de la signature des accords de paix de Paris, que la France a décidé à aider à la réhabilitation des infrastructures de santé, ainsi qu'à apporter une formation digne de ce nom au futur corps médical cambodgien. C'était vraiment une entreprise de reconstitution des ressources humaines de la santé qui fait honneur à la France et à tous ceux qui ont contribué directement par des sacrifices personnels. 20 ans après, on a tendance à oublier les innombrables difficultés de la Renaissance. Aujourd'hui, tout semble revenir à la normale. À mon avis, la réussite de cette entreprise commune tient aussi dans une certaine mesure au fait que la langue française, toujours présente au Cambodge, même après les purges des Khmers rouges, a servi et sert toujours de moyen de communication et de formation professionnelle les plus préférés du corps médical des Cambodgiens. Cette réussite doit donc nous inciter à continuer à développer davantage cette filière francophone à laquelle le Cambodge attache une grande importance.
J'exprime de nouveau toute ma reconnaissance pour le dévouement des pionniers français, parmi lesquels se trouvent ici même les éminents professeurs de cette Académie nationale de chirurgie, qui ont apporté les premières pierres à la renaissance du Cambodge d'aujourd'hui. Merci bien. Alors, Excellence, merci de votre intervention. Et je dois dire que l'Académie nationale de chirurgie est très attentive à ce que ces collaborations avec le Cambodge comme avec d'autres pays dans la formation des chirurgiens perdurent, malgré les difficultés qu'il y a actuellement. Et je vois Dumurgier et un certain nombre d'autres qui sont très très attentifs. Et l'Académie nationale de chirurgie a comme politique d'essayer vis-à-vis de nos politiques d'insister sur la nécessaire continuation de cette action. Parce qu'on sait que c'est parfois quelque chose qui est difficile, mais je pense qu'on est là pour aller dans le même sens que vous. Je donne la parole à Bernard Launois. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord, Excellence, vous féliciter pour ce discours d'un français parfait, avec un vocabulaire très riche, sans le moindre accent, et cela nous fait très plaisir. Je voudrais aussi féliciter les professeurs de Merger et Jacques Beaulieu, qui ont droit à notre reconnaissance parce qu'ils vous ont aidé, ils ont fait redémarrer la faculté de médecine de Phnom Penh. Et puis je voudrais remercier le professeur du Hong, Chai, qui a cité une vieille publication de 1967 que nous avions écrit avec Jean-Noël Maillard et notre ami Galvao, qui était brésilien. Et c'est lui, d'ailleurs, qui avait rectifié le titre de cette communication, parce qu'au départ, on parlait d'exclusion bilatérale de l'œsophage. Et il nous a dit, mais vous savez, moi qui suis brésilien, je trouve que bilatéral, c'est pas très français. C'est bipolaire, que vous devez dire. Et le nom est resté. Dans cette publication, il n'y avait d'ailleurs que des exclusions bipolaires. Il n'y avait aucun rétablissement de continuité, contrairement à ce que vous avez fait. Et nous avions eu quelques ennuis. D'une part, quelquefois, il y avait une reperméation de l'extrémité inférieure, car nous faisions à l'époque une ligature. Et puis, quand il n'y avait pas de reperméation, il y avait quelquefois un sac qui se développait au niveau de l'œsophage. Et c'est la raison pour laquelle Jacques Beaulieu, dans votre cas, avait insisté pour garder le minimum d'œsophage. Nous avons fait une autre publication, cette fois à partir des malades de Rennes, sur le traitement des fistules ésophageales par exclusion bipolaire et rétablissement de la continuité en un temps. Cette publication a été faite dans American Journal of Surgery, il me semble, en 1980. Et à l'époque, nous faisions très peu d'interventions de Akiyama et la plupart des rétablissements de continuité étaient faits avec une œsophagoplastie. Il s'agissait toujours de fistules ésophageales malignes, mais nous avions obtenu des survies de 2 ans avec cette technique. D'une part, donc, exclusion bipolaire et dans le même temps, œsophagoplastie. Par la suite, nous avons remplacé l'œsophagoplastie par une intervention de Akiyama, c'est-à-dire que on faisait l'exclusion, mais on montait l'estomac comme vous avez fait une fois, je crois, ou dont vous avez parlé dans une autre observation, jusqu'à l'œsophage cervical. L'avantage de cette technique en un temps que vous avez développée, c'est que ça permet aux gens de recommencer à manger tout de suite. Parce que l'exclusion bipolaire, ça sauve les gens, mais c'est quand même une infirmité, puisque vous avez d'une part une fistule salivaire cervicale, et que d'autre part, on vous nourrit par une gastrostomie. D'ailleurs, à vrai dire, la jéjunostomie est souvent préférable parce qu'on est sûr de ne pas avoir de reflux quand on utilise une jéjunostomie. En tout cas, je vous félicite et je suis particulièrement heureux de cette réunion franco-cambodgienne. Merci. Jacques Beaulieu. Avant de donner la parole à nos amis italiens, juste encore un mot pour vous rappeler que j'incite, et je vous ai demandé de le faire publier sur le site. J'incite ceux qui pourront venir à Phnom Penh pour le mois de novembre. Le 21 et 22 novembre, il y a le congrès de la Société cambodgienne de chirurgie qui est parrainé par l'Académie nationale de chirurgie. Je sais qu'il y a déjà une 12aine d'inscrits.
Voilà ce que je voulais dire avant de conclure cette première partie. Bien, merci. Une intervention brève. Brève, très brève. Avant tout, merci pour cette invitation, parce que la Société piémontaise de chirurgie que je représente est très heureuse d'être ici avec vous. Et félicitations parce que la communication, la présentation était très intéressante sur un sujet assez rare et très difficile. J'ai eu 3 cas dans ces dernières années. Un sur un lymphome de l'œsophage, un sur un cancer irradié, et je l'ai traité avec thoracotomie et dans le même temps, préparation de l'estomac et anastomose au cou par voie médiastinale, et c'était bon. Le 3e cas, je ne l'ai pas encore traité parce que c'était un cas très intéressant. C'était une petite fistule sur tuberculose, mais avec sida. Alors, je ne sais pas si le sida avec tuberculose ou tuberculose avec le sida, mais le patient était en mauvaise condition et je vais attendre la thérapie médicale pour voir ce qu'on doit faire. Mais je pense que l'intervention en un temps, souvent, est bien tolérée et vous pouvez obtenir de bons résultats. C'est mon opinion. Merci beaucoup. Merci, professeur De Hong, de votre présentation. Je remercie votre Excellence, dont la double représentativité en France et en Italie tombe bien, puisque nous avons la chance d'accueillir nos collègues italiens. Donc merci encore de votre présence.